Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ce soir? Je me présente Jean-Pierre Baudouin, un grand ami de Myriam, ainsi que votre hôte pour la soirée. Donc, membre de la grande famille de la communauté de Myriam, ami, collègue, membre des médias, Monsieur le maire, ici présent ce soir. Monsieur le maire qui est ici, bonsoir. Bonsoir tout le monde. On va passer un beau moment ensemble ce soir. C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue au lancement du livre de Myriam qui s'appelle L'otage du silence. Pour avoir lu ce livre-là avant tout le monde, avoir eu l'honneur de l'avoir lu avant tout le monde, c'est un honneur pour moi d'être ici ce soir et de vous présenter cette œuvre qui est quelque chose de vraiment extraordinaire. Plusieurs d'entre vous le savez, le parcours de vie de Myriam n'a rien de banal. Je vous invite à visionner la vidéo qui vous fera découvrir un peu plus sur cette femme vivace et pleine de résilience. Manon, paye sur le piton. Pétillante, loquace et d'une grande vivacité. Myriam vit le jour à Winnegen, commune située en région flamande dans la province d'Anvers en Belgique. 5e d'une famille de 6, c'était une enfant sensitive et pétillante, pour qui l'amour et les liens revêtaient une importance immense et déjà conscientisée à un très jeune âge. Elle voyait en ses frères et ses sœurs une âme morcelée dans plusieurs corps et chaque mouvement de joie de l'un des siens faisait vibrer harmonieusement l'instrument joyeux qu'elle était. Comme elle était une enfant de la réconciliation après une période tumultueuse entre ses parents, elle s'est toujours sentie celle par qui les liens seront conservés, celle qui gardera l'unité. Et pourtant, ses parents venaient tous deux de cercles pieux de leur époque. En effet, son papa avait 2 frères prêtres et sa maman avait rêvé de vie religieuse. Ils cherchaient à maintenir la foi qui était leur et qui avait été exacerbée par leur milieu très religieux. Les transformations ayant cours dans l'Église du Concile Vatican II des années 60 les menèrent dans un très grand questionnement. Ils cherchèrent donc à l'extérieur d'eux les réponses à leur pourquoi. C'est dans cette période qu'ils consultèrent de nombreux médiums, coachs et voyants, qui leur confièrent à corps et à cri leurs vues de plus en plus divergentes et ancrées. Ainsi, ils trouvèrent tous les signes pour confirmer la voie sur laquelle ils s'étaient engagés, sans se rendre compte qu'ils perdaient toujours un peu de leur pouvoir. Ainsi, ils se détachaient progressivement de leur dimension humaine, parlant uniquement de spirituel et de surnaturel, comme si leur être profond ne s'arrimait pas, justement, à leur expérience bien humaine. Leur existence était devenue le piège parfait. Difficultés conjugales, revenus plus modestes, beaucoup d'enfants, sublimation, isolement du connu. Progressivement, ils se coupèrent de plus en plus des mondains, de ceux qui ne sont pas à la hauteur, de ceux non spirituels qui ne comprennent rien. Ils se braquaient contre l'enseignement que leurs enfants recevaient à l'école. Ils étaient de plus en plus en conflit avec les valeurs de la société et se repliaient sur eux-mêmes, effectuant progressivement une rupture qui penchait vers le radicalisme. Aussi, ne se nourrissaient-ils que des discours qui allaient dans le sens de leur fuite vers le haut. Nos tourtereaux étaient bel et bien sur une pente glissante. Myriam n'avait que 2 ans lorsque la secousse sismique frappa et transforma son existence. C'est ainsi que le choix de ses parents mena la petite famille dans une arche du salut au Québec qui s'avéra être un culte secret et clandestin. Du jour au lendemain, Myriam perdit son pays, sa langue et toute sa famille. Le souvenir qu'elle en garde est de sentir son petit corps contusionné dans un abîme obscur et d'une grande violence. Le souffle coupé, elle fut cette petite lucide sur l'inutilité des larmes et des cris. Dans ce milieu, elle devint une observatrice futée qui développa une grande vigilance.
où tout était catégorisé, interprété à l'affût du moindre frémissement de caractère ou de nuances comportementales qui seraient révélatrices d'une agression, d'une attaque physique ou psychique. C'est ainsi qu'érigeant des barricades de méfiance, elle s'enfuit dans un monde d'observation intérieure tout autant qu'extérieure. Déjà à 2 ans, elle s'était aménagé un vaste espace interne calme, y expérimentant le silence et la longueur du temps. Comme ces années de sévices, d'abus de toutes sortes dans une ambiance hostile furent sa nourriture quotidienne de son enfance, les images qu'elle conserve sont ceux d'elle et des autres enfants, à genoux dans un coin, ou assises, les mains croisées et les yeux fermés durant de longues heures, assise sur une chaise avec un collant sur la bouche, une file de bambins en attente du vestiaire pour la fesser et son petit corps échymosé. Qui plus est, Myriam et sa petite sœur furent des enfants voilés à partir de leurs 7 et 8 ans. Si durant près de 20 ans, le sinistre quotidien de cette petite vivace fut constitué de toutes sortes de violences physiques, il s'avéra être une véritable profanation subtile de son être. En effet, elle fut traquée et brisée dans son intégrité la plus profonde. Assujettissement, charlatanisme, imposture et manipulation, suppression de sa volonté et de ses élans ont été son ordinaire. Dans une absence totale d'amour, elle expérimenta une guidance directe qui lui permettront de fuir la violence dans laquelle elle baigne. Taraudée par le désespoir, elle survivra en rejetant ce qui lui est servi et maintenant son désir ardent de lien. Un jour, son âme fut à bout, épuisée d'avoir à refouler ses élans et à se nier. Naturellement, elle était une résiliente, une fille forte, capable d'en prendre. Mais là, elle était perdue et savait que même si elle sombrait dans la plus noire des dépressions, personne ne serait là. Personne ne lui tendrait la main. S'étant battue avec elle-même, avec ses idéaux, avec la vérité, avec la vie, elle aurait aimé que quelqu'un lui dise qu'être une battante, cela n'attire que des champs de bataille, que la vie est vivante dans le fluide et non dans la contradiction et les obligations. Mais elle n'était pas dans le milieu pour cela. Et comme elle le dit si bien, être captif, c'est être enchaîné à bien des niveaux, autant d'exigences intériorisées que celles extérieures. Myriam s'échappa 3 fois sans savoir où aller. Ayant dormi à la belle étoile et passé du temps sans manger, se mettant en danger, elle revenait à ce lieu qui était devenu, chez elle, et son seul connu. Finalement, après 19 ans de captivité, Myriam s'évada définitivement à l'âge de 21 ans. En sautant dans le vide, elle a plongé vers une autre planète, dans une autre galaxie dont elle ne connaissait ni les mœurs, coutumes ou usages. Bien qu'elle ait choisi cette avenue, elle ne connaissait rien de l'aide qui pouvait être. Aussi, elle dut tout apprendre à un âge adulte, ce qui la mena dans un tout autre rodéo. Comme elle n'avait pas l'air d'une demeurée, elle n'eut pas le droit à la compassion. Aussi se buta-t-elle plus souvent qu'à son tour à l'incompréhension et parfois à la méchanceté. Fonceuse et déterminée, elle se bâtit et construit sa vie à partir de rien. Elle fonda une famille tout en travaillant à s'épurer de son histoire douloureuse. Avec une détermination incroyable, elle retroussa ses manches, coordonnant le rôle de mère, de conjointe, d'étudiante et d'employée. Sa quête de sens motiva ses études universitaires en psychologie. Une seule ambition animait ses profondeurs: devenir totalement et réellement libre de ce triste destin et découvrir la joie, la liberté, la vraie liberté et éventuellement transmettre ce qu'elle découvrirait de pratico-pratique. De la religion au vide, en passant par les psys, les médiums et l'ésotérisme, elle cherchait sans relâche, mais sans oublier le danger des quêtes extérieures, le secret de la paix durable. Tranquillement, émergea de son intérieur cette guidance directe qu'on lui reconnaît, une certitude que toutes les réponses se trouvent en soi et une joie inaltérable. Par ailleurs, cette guidance claire qui coule en elle est, selon elle, le cadeau que la vie lui a offert en échange de tant de pertes. Avec beaucoup de courage et une détermination hors du commun, elle retricote chacune des mailles d'un long tissage en quête d'équilibre et de conscience. Aujourd'hui, Myriam brandit bien haut son flambeau,
communiquant son expérience de transformation durable. Ses enseignements, loin du conceptuel, découlent d'une route bien expérimentée et sa crédibilité repose sur cette route de maître qu'elle a marché courageusement et sur laquelle elle chemine jour après jour. Comme certains offrent leurs âmes au diable ou leur corps à la science, Myriam offre son expérience à la conscience, à l'ouverture bienveillante en chacun de nous. Ainsi, en contribution, elle partage son périple, celui d'une morte vivante à un être d'une grande vitalité, vibrante de compassion et de présence. Elle tend la main à ceux qui, guidés par l'intention fougueuse de leur cœur, veulent passer de croyances désuètes et exclusives à la conscience d'altitude et d'inclusion, d'ouverture et de bienveillance. Auteur de l'ouvrage de référence « S'accompagner soi-même en pleine conscience de l'émotion à l'éveil », qui se veut les outils les plus concrets qu'elle a trouvés à ce jour, et du livre « Affranchie », elle est conférencière et formatrice internationale. Elle se définit comme une vulgarisatrice dans le domaine de la psychospiritualité. Son travail s'oriente vers la redécouverte de son senti et la reprise de son plein pouvoir. Ses thèmes sont ce qui la fait vibrer, lui permettant de donner du sens à son histoire. Incroyable hymne à la vie. Otage du silence est un itinéraire de résilience qui montre que peu importe nos circonstances de départ, nous pouvons reprendre notre plein pouvoir. On va partager un beau petit moment, moi et Myriam. On va échanger ensemble, puis partager ça avec vous, Myriam. Je vais déjà sortir de mon texte. Comment? Je vais déjà sortir de mon texte. Vas-y, lâche-toi lousse. Pourquoi un peu plus loin de Ginette Renault, comme chanson de fin de vidéo comme ça? C'est quoi le lien dans ton livre avec ta vie à toi? En fait, cette chanson-là finit le livre. Puis, c'est que, bon, je me suis évadée pour la 3e fois. Et puis, quelques jours plus tard, j'avais été récupérée par des gens qui avaient été bons pour moi, puis qui m'ont aidé à transiter d'une planète à l'autre. J'étais à Vancouver à ce moment-là. Et puis, quand je me suis assise dans l'avion, j'ai regardé ce que tout le monde faisait parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'on faisait. Donc, les gens jouaient avec leurs petits écrans, la petite télé, puis se mettaient des écouteurs sur leurs oreilles. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai mis des écouteurs sur mes oreilles. Puis quand l'avion a décollé, il y a une chanson qui s'est mise à jouer et c'était un peu plus haut, un peu plus loin. Wow. Donc, c'est resté très émotif. Ça a beaucoup de sens pour moi. Extraordinaire. Oui. Puis là, mais comment tu te sens ce soir au lancement de cette œuvre qui est l'Otage du silence? Je me sens pas. C'est l'aboutissement de quelque chose qui est difficile à décrire. C'est difficile à décrire, ce sentiment-là. Parce que parler de soi, ça me fait sortir de mes zones d'inconfort. Mm-hmm. D'aller aussi loin dans le dévoilement de mon parcours, C'est bon. Mais comment je me sens ce soir, c'est vraiment gratitude de tous les gens qui sont là. Ça fait chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Extraordinaire. Vraiment, merci. Et le livre a pour titre « Otage du silence ». Pourquoi ce titre? Oh! Tu sais, d'écrire quelque chose comme ça, quand tu as vécu le pire, quand tu as vécu l'horreur, l'être humain, de par sa nature, on retient notre souffle, le silence, c'est la chose. On veut mettre ça en dessous du tapis, on ne veut pas en parler. On est souvent captif des gens qu'on veut protéger, des gens qu'on aime, des gens qu'on ne veut pas écorcher. Il y a des gens qui m'ont dit « brasse pas de la marde ». Donc, c'est « ferme-toi, garde ça fermé ». Puis, il y en a d'autres qui m'ont dit « tu veux peut-être de l'attention ». Tu sais, j'ai eu toutes sortes de feedback, puis quand je revenais à moi, en arrière de ça, je me disais de garder le silence
on fait ça naturellement face à l'horreur, face à ce qui est absurde. Mais de briser le silence, une fois qu'on a une intention, c'est quelque chose qui... C'est un aboutissement. Puis moi, c'est ma carrière de mettre des mots sur le non-dit, sur ces espèces de violences subtiles, sur ces je sais pas trop, mais je suis pas bien. C'est devenu ce que je fais dans la vie, d'aider les gens à mettre des mots. Donc, c'était de cesser d'être l'otage du silence, de livrer ça. On a souvent parlé de résilience ensemble. On a Oui. souvent des grandes discussions ensemble. On s'ostine souvent. On s'ostine. Souvent. Mais les discussions, c'est toujours ça, des bonnes discussions. Puis tu me dis toujours qu'une des grandes parties de la résilience, c'est de décrire ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que ça, c'est le but de l'écriture de ce livre-là pour toi? Bien, c'est sûr que la résilience, elle a plusieurs ingrédients. Puis de faire un récit, c'est important parce que il y a beaucoup de choses qu'on vit dans la violence, qu'elles soient subtiles ou que ce soit celle qui nous laisse des bleus sur le corps, qui est plus visible. Comme je disais, on veut garder ça secret, on ne veut pas en parler, on ne veut pas mettre ça en lumière. Mais ça fait qu'il y a des parts de soi qui restent un peu mortes, ça se dit pas, hein, rester mort. Mais il y a des parts de soi qui sont comme contractées puis qui n'arrivent pas à se déployer. Puis de les mettre en lumière, ça a juste ça comme objectif de, oui, reprendre notre pouvoir en mettant des mots dessus, mais aussi, c'est comme de l'offrir à l'humanité de nos frères et sœurs, de le porter ensemble, cette souffrance-là, puis que ça puisse, ça puisse suivre un flot d'être vu. Une fois que c'est vu, c'est comme mis en lumière, ça peut, moi je dis tout le temps, tout ce qui est vivant cherche la lumière, puis ça peut grandir. Donc une fois que c'est en lumière, ça peut poursuivre sa route, puis prendre un flot de vie. C'est bien ça. Oui. Certaines personnes peuvent peut-être penser que tu as écrit ça par vengeance. Je suis sûr que dans l'écriture, tu as sûrement eu des moments de montée de vengeance, peut-être. Est-ce que le but de l'otage du silence est une vengeance? Entre vengeance et revanche, en français, il y a une différence. En anglais, c'est peut-être moins là, mais pour moi, la vengeance, c'est quelque chose qui s'attaque à quelqu'un. Et ça, je n'étais pas du tout habitée par ça parce que un de mes facteurs de résilience à moi, ça a été de voir les limites de ceux qui m'ont fait mal. Tu sais, c'est petit de frapper des enfants. Ça manque d'outils, c'est petit d'être agressif envers des petits, donc c'est comme c'est leur problème. À la revanche, pour moi, c'est quelque chose qui te permet de t'appuyer sur ce qui t'est arrivé. Donc oui, ça a un rapport avec ce qui t'est arrivé, mais c'est une revanche plus qu'une vengeance, je dirais. Bien dit. Pour triompher de la vérité, il faut briser le silence. Je pense que oui. Puis, est-ce que écrire a été libérateur pour toi? Est-ce que écrire Otage du silence t'a libéré? Bien, c'est sûr que mon processus de libération, il est enclenché depuis longtemps. Pour moi, ça, c'est comme plus peut-être un aboutissement. Où est-ce que écrire, c'est libérateur? Mais j'avais fait ça comme dans les années 90, j'avais commencé à écrire la chronologie des événements, puis c'est à ce moment-là que j'avais compris pourquoi que c'est libérateur. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites dans le subtil, puis comme enfant, tu n'as pas les mots. Un enfant n'a pas les mots. Puis toutes ces espèces de sensations qui sont floues, qui sont difficilement saisissables, on n'est juste pas bien. Puis de se poser la question, qu'est-ce qui m'est arrivé, puis d'arriver à trouver les mots justes pour le dire, ça, j'ai compris que c'était le pouvoir. Puis ma vie, elle a changé à ce moment-là, à la fin des années 90. C'est vraiment à cette époque-là que je suis passée d'une personne qui était victime, parce que oui, j'ai déjà été très victime. Puis j'ai senti que mon pouvoir se reprenait par la capacité que j'ai eue à mettre des mots. Puis l'exemple que je donne souvent, c'est quand tu vas chez le médecin et tu dis « Docteur, je suis malade ». Mais qu'est-ce que tu as? T'as-tu un ongle incarné ou tu as le cancer? Ça donne des options, ça donne le pouvoir de faire des choix quand tu sais qu'est-ce que tu as ou qu'est-ce qui t'est arrivé. Donc c'est là où ça peut être libérateur, c'est vraiment de mettre les bons mots sur les bonnes choses. On s'entend par bonnes choses, là, mais tu sais, ouais. J'imagine que tu as été confronté à des peurs dans l'écriture de ce livre-là. Énormément. Et tu sais comment que j'aime beaucoup jouer avec les peurs. Oui, c'est ça. C'est quoi la relation avec les peurs que tu as eues dans l'écriture et dans la libération que ça a pu t'apporter dans l'otage du silence? C'est sûr que la fille
La fille que j'étais avant d'écrire ce livre-là, puis celle que je suis aujourd'hui est différente, pour la simple raison que justement, j'ai dépassé beaucoup de peur. Puis, écoute, je pourrais t'en nommer 1001, mais tu sais, peur des mots. Les mots ils ont beaucoup de pouvoir. Il y a des mots qui font peur, hein, parce qu'ils veulent dire tout ce qu'ils veulent dire. Peur de blesser. Peur de... Tu sais, nous autres, dans ce culte-là, on était beaucoup de familles qui étaient arrivées là, puis toutes les familles ont été imbriquées les unes aux autres. Donc moi, les petites filles avec qui j'ai grandi, ben ça pouvait être pour certains, c'est le père d'un qui a été l'agresseur de ses frères, ou sa mère qui m'a agressée, mais la petite fille, je l'aime bien. Donc ça crée beaucoup de quelque chose de bien enchevêtré, donc de nommer, ben il y a des gens que j'apprécie, donc comment je vais les blesser, puis tu sais, donc ça a été une grande peur. Peur de me dévoiler, parce que je suis quelqu'un de très privé dans ma vie privée, donc écoute, de se dévoiler autant. Peur du mot secte. Le mot secte dans la société est très péjoratif, donc peur d'être tagué. Tu sais, quand tu as vécu autant d'années en marge, puis que tu es un adulte, puis tu arrives au monde dans une société comme ça, tout ce que tu veux, c'est de faire partie d'eux. Puis là, ben c'est comme... Quelques années plus tard, tu fais partie d'eux, puis tu te remets ces étiquettes-là. Donc, quand les éditeurs m'ont dit « on veut le mot sexe sur le couvert », j'ai fait « no way ». Il est écrit en petit. J'ai fini par... un petit bleu. J'ai fini par lâcher ma prise sur cette espèce de peur que j'avais que les gens disent « ah, OK, c'est pour ça qu'elle est fuckée » ou « ben non, tu sais, le « ah, c'est pour ça », là. Donc, écoute, je pourrais continuer la liste des peurs, mais... C'est déjà pas pire. Déjà pas pire, hein? C'est quoi le message de base que tu souhaites partager avec l'écriture de ce livre-là? Bien, c'est sûr qu'au fil des années, dans ce que je faisais, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir et me disaient « ah, toi, tu peux pas savoir ce que j'ai vécu. » Puis dans ma tête, je me disais « ben non, c'est sûr que non. » Donc, j'ai envie que quand je regarde quelqu'un dans les yeux, qu'il sache que « pense-les, là, c'est comme je suis capable de comprendre. » Mais je voulais souligner, tu sais, dans la vidéo qu'on a vue, puis dans l'histoire, je voulais souligner qu'est-ce qui fait que des gens intelligents, parce que mes parents, c'est 2 universitaires, puis c'est quand même pas des 2 de pique, là. Qu'est-ce qui fait que des gens intelligents qui sont en quête perdent leur pouvoir à ce point-là? Puis l'objectif aussi, c'est de montrer comment est-ce qu'on peut avoir vraiment tout perdu de son essence, parce que moi, je n'avais plus d'essence, là, j'avais plus mon nom à moi, là. Mais comment est-ce qu'à partir de là, on peut se rebâtir tranquillement? Puis reprendre son pouvoir, parce que c'est toujours le message en arrière de tout ce que je fais. Justement, tu nous parles souvent de reprendre son pouvoir. Oui. C'est quoi pour toi reprendre son pouvoir? Ça, c'est sûr que c'est toute une grande question. Mais si je me base sur mon parcours à moi, c'est sûr que de mettre les mots, ça a été un grand point de départ. Je dirais de remettre le sentier au cœur de qui on est. Puis ça, c'est dans tous les enseignements que je propose aux gens, c'est que la première chose qu'on détruit chez un être humain, peu importe qu'il ait vécu ça ou autre chose, c'est son sentier. Tu sais, on banalise, on l'invalide, on minimise. De remettre le sentier au cœur de soi, puis de se ressentir comme être humain, puis surtout de croire à ce sentier-là, de se faire confiance. Puis une fois que ça, c'est là, c'est comme... L'image ou la sensation, hein, puis on parle de senti, la sensation qui me vient, c'est que je suis verticale rendue là. Je suis plus étendue sur l'asphalte en train de me laisser mourir, comme dirait Diane. Comme dirait Diane, oui, c'est ça. Donc, tu sais, c'est comme je suis verticale parce que je peux me fier à moi. Puis c'est sûr que j'enseigne les émotions, tu sais, cette espèce de GPS qu'on a, où est-ce qu'il nous dit tourne à droite, tourne à gauche, ou recule, ou avance, tu sais, c'est comme... Donc, c'est de remettre tout ce qui est son jeu au cœur, mais tu sais, il faut le retrouver, son jeu. Moi, il n'avait plus de jeu, là. Une grosse partie de la trame de ton livre parle de résilience. Selon moi, tu représentes la résilience. Ah, t'es vraiment fin. Peux-tu me parler du concept de résilience? La résilience, si je ne me trompe pas, là, c'est un concept qui a été emprunté à la métallurgie. C'est vraiment, comment je dirais ça? Tu sais, on étudie comment un métaux réagit avec la pression interne ou externe s'il reprend sa forme. Donc, on dit de la résilience, justement, d'un métaux qui reprend sa forme après beaucoup de pression. Donc, on a emprunté au niveau psychologique ce concept-là à la métallurgie. Et c'est vraiment la capacité d'un être à reprendre sa capacité de fonctionnement, en tout cas dans une certaine norme, donc d'être capable
d'avancer dans la vie en dépit de l'adversité. Puis dans des enseignements, tu parles beaucoup de résilience. Peux-tu nous parler de quelques facteurs de résilience que tu enseignes super bien? Bien, la première chose, c'est de faire des récits. Tu sais, on apprend à se fermer quand on est jeune, on apprend à ne pas avoir cette parole parce que c'est le pouvoir, la parole. Donc, de reprendre le pouvoir de la parole, de faire un récit. Puis quand on fait un récit, c'est comme je disais tantôt, on sort de ce qui est mortifère, de ce qui n'a pas pu exister, on sort ça de là, on l'amène dans la lumière, puis on l'amène dans le mouvement de la vie. Ça, c'est la première chose. Mais c'est beau faire un récit, mais s'il n'y a personne pour l'accueillir, s'il n'y a personne pour avoir de la compassion, s'il n'y a personne pour avoir de la bienveillance, le récit ne sert à rien. Donc, c'est sûr que de s'entourer de gens qui sont capables de te regarder dans les yeux, puis de te faire sentir de l'humanité, de te faire sentir de l'importance. On a tous besoin de ça. Tu sais, la personne qui me dit « Ah, toi, tu veux être vue », je lui ai répondu « Je veux pas juste être vue, je veux que tu me vois complètement. » Mais avant, je me serais effondrée, quelqu'un m'aurait dit ça, tu veux de l'attention. Non, je veux toute ton attention, parce que les êtres humains, le seul besoin qu'on a derrière tous les autres besoins, c'est d'être vu et validé. Donc, comme être humain, un de nos facteurs de résilience, on a besoin d'être vu, on a besoin d'être validé, on a besoin d'être entouré. Parce que comme moi, j'ai perdu tout mon pays, j'ai perdu ma langue, j'ai perdu ma famille, puis aujourd'hui, j'en ai plus de famille. J'ai plus de famille. Ceux qui vont lire le livre vont voir, il n'y a plus rien, puis on était 6 frères et sœurs, nous autres, puis mes parents. T'sais, mais pour moi, aujourd'hui, c'est les gens qui sont ici, c'est mes amis, c'est ceux qui sont là depuis longtemps, c'est ceux qui... C'est toi, c'est les gens qui me regardent dans les yeux puis qui me font sentir que je suis importante, des fois. Qui sont contents de me voir, qui... Tu sais, c'est ce qu'on veut vivre quand on est dans une famille aimante. Donc pour moi, ce soir, qu'il y ait autant de gens puis qu'ils soient là, puis c'est tous des gens de cœur qui m'aiment puis que j'aime, ça c'est guérissant, mais c'est un facteur de résilience d'avoir une communauté, d'avoir quelque chose qui nous tient. Parce qu'on est des animaux sociaux, les êtres humains. C'est clair. On a besoin les uns des autres. Avec ton histoire, ton parcours qui est extraordinaire, j'aimerais que tu nous expliques la différence selon toi entre une épreuve et un traumatisme. Parce que tu as vécu, je crois, les deux. C'est quoi la différence entre les deux? Une épreuve, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. C'est les pertes qu'on vit, c'est les choses difficiles qui nous font plier, qui font partie du parcours de la vie, puis qui font qu'on faut le processer, comme tout chagrin. Il faut processer nos épreuves. Ça fait du sens à mesure qu'on avance dans nos processus de deuil ou de prise de sens, parce que la peine, elle a besoin d'une prise de sens pour finir par faire ça, ce qu'elle a à faire. Mais le traumatisme, c'est comme s'il burine l'être dans son intégrité. Il vient te changer ton essence. Puis c'est comme il faut que tu apprennes à vivre avec à vie. C'est un peu comme quelqu'un qui se fait couper un bras, il va peut-être être ultra fonctionnel, on a des beaux exemples de ça, mais il va toujours vivre sans bras. Donc les traumatismes, puis surtout les traumatismes répétés, changent profondément ton essence. C'est pas quelque chose qui fait partie de la vie, on apprend à vivre avec. Ouais, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Finalement, pour terminer, Myriam, qu'est-ce qu'on doit te souhaiter avec la sortie de ce livre, L'Otage du silence? Tu me fais pleurer. Un cœur grand ouvert pour recevoir l'amour, peut-être. Parce que, tu sais, moi, j'ai grandi dans plus de méfiance que de confiance. Puis c'est encore quelque chose que j'ai à travailler, d'avoir juste un cœur grand ouvert pour être capable de recevoir tout l'amour que l'univers a pour moi. Puis j'aimerais vraiment pouvoir passer un message à tout le monde qui ne sont pas dans leur pouvoir, dans leur vie, qu'on peut retrouver notre pouvoir puis que c'est essentiel pour faire ce qu'on est venu faire. Merci beaucoup, Myriam, pour ce moment unique, d'avoir partagé ton expérience de vie avec nous autres. Je suis persuadé que de raconter ton histoire comme tu le fais dans ton livre et dans tes formations, de nous montrer ton parcours, ça va permettre à beaucoup de monde de reprendre leur pouvoir. Je pense que c'est ça une de tes missions. Puis bravo de le faire. Fait que ça conclut ce bout-là de la soirée. Puis là, bientôt, Myriam va retourner dans la salle, elle va aller vous voir. On va pouvoir signer des autographes, dédicacer des livres. Tous ces livres sont là-bas. Les livres sont juste
en vendre directement à la table là-bas, puis à côté, elle va pouvoir dédicacer tout ça. Mais avant toute chose, je veux vous laisser un petit moment avec Myriam qui veut s'adresser à vous. Et je vous laisse un petit moment avec Myriam. Premièrement, bravo à Myriam. S'il vous plaît, tout le monde. Myriam souhaitait vous partager quelques mots. Donc, ils sont remplis d'amour, ils sont là pour toi. Et c'est à toi. Bien, c'est un immense merci de votre présence. C'est beaucoup plus important pour moi que vous pouvez le penser. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, il a accepté de préparer mon lancement puis de s'occuper de toute cette organisation-là parce que j'ai dit, Jean-Pierre, je suis fatiguée, puis il n'y aura pas de lancement. Puis au début, il me dit, je peux pas, je suis occupée, Jean-Pierre, c'est quelqu'un de très occupé. Puis finalement, il l'a vraiment senti, puis c'est grâce à lui qu'on est ici ce soir. Donc merci Jean-Pierre. J'ai des remerciements spéciaux à faire à quelques personnes. C'est sûr que j'aurais beaucoup de gens à remercier, mais les cheveux dans la bouche, excusez. Mais il y a des gens qui, sans leur présence, dans les derniers temps, j'aurais pas pu arriver à ce jour-ci. Donc merci Michel, merci d'être là. Merci Sylvain. Sylvain, c'est mon coordonnateur, c'est celui qui est mon bras droit, c'est celui qui est toujours là depuis plusieurs années. Si Sylvain n'était pas là, je ne pense pas qu'on serait là. Merci à mon éditeur, qui est représenté ici par Sylvain, de me faire confiance dans ce projet-là. Je veux remercier mes amis. Je veux remercier aussi, il y a quelques personnes qui ont fait partie du même culte que moi qui sont ici ce soir. Ces gens-là ont souffert, ces gens-là ont vécu la même chose que moi et la plupart d'eux ont un manuscrit dans leur tiroir. Mais d'arriver à amener ça au monde, ça prend beaucoup, beaucoup de choses, puis ça prend aussi les mots. Donc c'est en leur nom aussi que je parle ce soir, puis à même tous ceux qui ne sont pas ici, parce que ces choses-là doivent être nommées. Il faut sortir de l'espace d'enfermement. Je veux remercier ma famille, mes enfants, leur père, qui est un homme extraordinaire, qui est toujours présent pour moi, mes beaux enfants, que j'adore. Merci. Et il y a quelqu'un que je veux faire venir ici, elle est où? Ma graphiste, Audrey. Audrey, c'est elle qui a fait la mise en page du livre. Ça a été un ouvrage colossal. Elle a été extraordinaire, donc je voudrais qu'on lui donne une main d'applaudissement. Merci Audrey. Puis il y a ma grande fille aussi, qui a fait la couverture de mon livre. Viens Rose. Elle n'aime pas ça, là. Elle va me parler en arrière du rideau tantôt, elle ne sera pas contente. Viens Sam. Mes beaux enfants. Merci d'être là. Donc, merci à chacun d'entre vous. Il y en a qui sont des amis depuis très longtemps, qui sont dans ma vie. La différence que vous avez faite de me donner un lieu, un espace pour me déposer, pour m'écouter, pour me voir dans mes déséquilibres, parce que ça a l'air bien, bien beau de même, mais la madame n'est pas toujours là, là. Des fois, elle est en contraction, roulant en petite boule aussi. En train de s'étendre sur l'asphalte et elle va te laisser mourir. Non, on se relève. Donc, merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite de vous amuser ce soir, puis j'ai vraiment envie de vous regarder dans les yeux. Merci. Madame Myriam Kaiser, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.